Comment est-ce qu'on apprend? Eh bien aujourd'hui c'est la 4e vidéo sur les théories de l'apprentissage et on parle du socio-constructivisme. Qu'est-ce que c'est et quelle est la théorie de l'apprentissage que révèle ce courant? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche. Vous recevrez comme ça les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. On commence donc avec le socio-constructivisme. Après le constructivisme, on a le socio-constructivisme. Donc là, comme le constructivisme, le socio-constructivisme défend l'idée que l'apprenant se construit ses connaissances par l'expérimentation et la découverte. Mais le socio-constructivisme, ce qui est important dans cette théorie, c'est l'impact de l'environnement social et culturel. En fait, si la connaissance elle est personnelle, eh bien le cadre dans lequel elle s'effectue, lui, il est toujours social. Et en effet, on apprend rarement seul, il y a toujours quelqu'un qui nous entoure et qui a un impact sur ça. Donc c'est l'importance en fait des autres dans l'apprentissage. Et on a le pédagogue Lev Vygotsky, qui ressemble à ça, qui en 1934, lui, il parle d'un concept qu'on appelle la zone proximale de développement. En fait, la zone proximale de développement, c'est tout ce qu'un enfant pourrait potentiellement acquérir s'il était accompagné. En fait, c'est la différence entre ce qu'un enfant peut faire tout seul et ce qu'il pourrait faire s'il était accompagné. C'est cette distance entre les deux qu'on appelle la zone proximale de développement. Si je vous lis exactement ce que j'ai noté, la distance entre le niveau de développement actuel déterminé par les capacités de l'enfant à résoudre seul un problème et le niveau potentiel déterminé à travers la résolution de problèmes par cet enfant lorsqu'il est aidé par des adultes ou collabore avec des pairs de niveau plus avancé. Et donc, Vygotsky dit aussi que grâce, dans ces apprentissages de la théorie socio-constructiviste, il y a deux types d'apprentissages qui sont faits. Il y a les apprentissages en gros que l'enfant ferait même s'il n'était pas accompagné d'une personne experte, mais que le fait qu'une personne experte l'accompagne et l'aide dans cet apprentissage, ça va accélérer le processus d'apprentissage. Donc en fait on va aller plus vite dans l'apprentissage. Et donc là, voilà, le rôle de l'enseignant, c'est d'entraîner, c'est de faciliter l'accès à l'apprentissage et aussi la mise en relation avec les pairs, avec des pairs plus avancés aussi, voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle les apprentissages sociaux qui, eux, n'étaient pas forcément prévus dans le développement de l'enfant, mais qui vont être acquis par rapport en fait à la gestion de l'environnement social. Donc c'est un apprentissage vraiment social qui se fait aussi en même temps. Et donc dans le mouvement socio-constructiviste, en plus de Lev Vygotsky, donc qui nous parle de la zone proximale de développement et de la nécessité d'avoir une personne plus experte pour arriver à certains apprentissages, on a aussi Jérôme Brunner, donc vous vous souvenez qu'on a vu dans le mouvement cognitiviste. Eh bien, il a également développé un pan de sa pensée qui rejoint le socio-constructivisme, puisqu'en fait, il dit que dans les pédagogies traditionnelles, on a souvent sous-estimé le rôle de la relation pédagogique. Je vais vous faire une petite citation de ce qu'il dit exactement. Il dit « Ce ne sont pas les mots qui rendent l'enseignement possible, mais notre aptitude à saisir le rôle que joue le cadre et les situations dans lesquelles surviennent les mots, les actes et les gestes. » Donc en fait, il dit qu'on s'est trop, dans les théories de l'apprentissage qu'il qualifie traditionnelles, on s'est trop attardé sur le contenu et sur l'aspect didactique du contenu, c'est-à-dire le fait de créer des leçons, le fait d'organiser les leçons, et qu'on a sous-estimé la relation pédagogique et la dimension subjective au final qu'il y a dans l'apprentissage. En fait, il dit exactement
L'erreur de notre tradition pédagogique occidentale est d'avoir cru que la question pédagogique était celle de l'organisation didactique, alors qu'elle est avant tout celle des conditions d'une coopération intersubjective entre maître et élève. Et en fait, il dit que au final, on a peut-être porté trop d'importance à comment enseigner, à comment donner le contenu, à cet aspect de transmission des savoirs, et qu'en fait, peut-être que l'apprentissage, il se fait comme dans les activités extrascolaires, par un processus de coopération interpersonnelle. Et donc lui, il va s'attarder sur deux concepts qui vont être l'interaction de tutelle, donc vraiment cette relation entre un tuteur et un élève, et aussi ce phénomène d'étayage. Alors, il va décrire 6 fonctions d'étayage. La première, c'est ce qu'on appelle l'enrôlement, qui sert à engager l'intérêt, l'adhésion, motiver. Simplifier, donc pour simplifier la tâche et pour réduire la charge cognitive. Le maintien de l'orientation, c'est-à-dire qu'il va toujours faire en sorte que l'objectif soit clair et qu'on aille vers l'objectif. Il va aussi souligner les caractères pertinents de la tâche, donc peut-être les consignes et tout ça. Le rôle de frustration, donc il va toujours dédramatiser l'erreur, il va toujours faire en sorte que ça ne soit pas négatif. Et la démonstration, donc c'est lui qui va présenter la solution. C'était la vidéo qui était consacrée au socio-constructivisme. Le prochain mouvement sera le mouvement connectivisme, qui devrait apparaître dans la playlist des théories de l'apprentissage que j'ai créée. Moi je vous dis merci et à bientôt.